Bonjour, bienvenue dans ce webinaire consacré à la méthode Tandem CP et au nouveau programme de mathématiques. Pour vous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Catherine Grosjean et Christophe Gilgère, auteurs de la méthode. Bonjour Catherine et Christophe. Bonjour. Nous allons attendre quelques instants pour laisser à tous les participants le temps d'arriver. J'espère que vous nous entendez bien et que la présentation s'affiche correctement chez vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le signaler grâce à l'onglet Questions à droite de votre écran. Dans un premier temps, Catherine et Christophe vont vous présenter la méthode CP qui a été conçue pour répondre au nouveau programme. Nous aurons ensuite un temps d'échange pour répondre à vos interrogations. N'hésitez pas à poser toutes vos questions durant la présentation à droite de l'écran. Nous essaierons d'y répondre au fur et à mesure dans le chat ou à la fin de ce webinaire. Catherine et Christophe, je vous laisse la parole. C'est moi qui commence. Donc la méthode que nous vous présentons aujourd'hui, c'est une méthode qui est dédiée au CP, mais qui a vocation également à être utilisée en double niveau CP-CE1. Donc on l'a conçue dans cette optique, et d'ailleurs il y a un guide CP-CE1 qui sera disponible à la rentrée 2026 avec la refonte des fichiers CE1 et CE2. Donc la méthode reprend en fait les spécificités et les principes de ce qui a été déjà pour le CE1 et le CE2 et le CM1 et le CM2, mais bien sûr en étant adapté à de jeunes élèves de CP et notamment au nouveau programme. Alors la méthode, elle reprend aussi une grande partie des auteurs qui ont déjà participé à l'écriture du manuel CM et CE, mais avec quand même la participation de deux nouvelles personnes qui connaissent vraiment spécifiquement le CP, mais aussi la maternelle. Et il nous a paru intéressant de s'appuyer sur des personnes qui avaient cette bonne connaissance des élèves de maternelle pour axer aussi vers une continuité entre la maternelle et le CP, et afin qu'on puisse s'appuyer sur les compétences construites en maternelle. Donc, on a une équipe d'auteurs en partie similaire, mais aussi renouvelée. Je te laisse reprendre, Christophe. Oui. Donc, on va commencer ce webinaire par une présentation des différents outils qui constituent la méthode, afin que vous puissiez vous projeter. Donc, si les supports restent globalement les mêmes que pour les niveaux CE1 et CE2, ils ont évolué afin de s'adapter à l'âge des élèves auxquels ils s'adressent. Donc, on retrouvera pour les temps d'apprentissage avec l'enseignant des diaporamas pour chaque mission d'apprentissage, des diaporamas qui ne se substituent pas à la manipulation et à la réflexion des élèves, mais en fait qui ont vocation à accompagner l'enseignant dans le déroulement de la séance et à offrir des supports visuels collectifs. Et pour les temps d'autonomie, un fichier par élève et un cahier de géométrie qui est séparé pour faciliter les tracés et puis le partage des domaines éventuellement quand on travaille à temps partiel. Il y a également un guide pédagogique qui propose nos parties pris dans la méthode pour chaque domaine, le calcul, la numération, les grandeurs et mesures, la géométrie, l'organisation et la gestion de données, ainsi que la résolution de problèmes, le descriptif de chaque séance avec le matériel, les objectifs, le déroulé, les pistes de remédiation, des prolongements, également l'ensemble de notre proposition pour le calcul mental. Et enfin, un fichier à photocopier sur le modèle du CE, mais qui ne se substitue pas au fichier élève. Il permet en fait de prolonger les exercices d'entraînement, mais aussi de différencier les parcours des élèves, puisqu'il propose en fait deux niveaux de difficulté pour chaque mission. Donc les débuts de Tandem, à la base, c'était une méthode pour le CM, qui s'est ensuite déclinée pour le CE et que nous proposons aujourd'hui au CP. Notre proposition, elle permet de mettre en œuvre donc un enseignement explicite, structuré, mais aussi progressif dès les premiers jours de l'année scolaire. Donc, on a gardé pour le CP les principes énoncés sur cette diapositive, mais en les déclinant au regard des nouveaux programmes de 2025. Donc, les nouveaux programmes, ils font référence à la méthode de Singapour, avec 3 mots essentiels: concret, imagé, abstrait. Depuis le début, Tandem a proposé une méthode basée sur la typologie, sur le triptyque manipulé, verbalisé et abstrait. Donc, finalement, le passage à ce nouveau vocabulaire était évident pour nous lorsqu'on s'est attelé à la méthode CP. Donc, l'ancrage au réel est très présent dans la méthode. Donc, les élèves manipulent des objets de leur quotidien. Les situations, les problèmes posés sont proches de leur univers et de leur environnement. Ils pourront facilement se créer des situations de référence et des images mentales qui leur permettront d'aller un peu plus vers l'abstraction.
Les exercices, quant à eux, ils sont variés et surtout, en fait, ils ont été pensés pour que les élèves ne sachant pas lire en début d'année et qui vont peut-être avoir des difficultés tout au long de l'année puissent être au maximum, on va dire, autonomes quand ils vont être sur leur fichier. Une spécificité de Tandem, c'est de proposer une utilisation facilitée en double niveau. Donc, si vous avez un double niveau CP-CE1, la programmation que nous proposons, elle pourra facilement s'adapter. L'organisation du CP, en fait, est calculée sur celle du CE, avec une alternance dans les séances qui prévoit en fait 30 minutes d'apprentissage en appui sur le diaporama et 30 minutes de travail en autonomie dédié à l'entraînement et aux exercices d'application. Et puis, on verra un peu plus loin ce que nous proposons pour ce temps d'autonomie, parce qu'on sait que c'est toujours difficile avec les élèves de CP de les laisser, on va dire, seuls sur un temps de 30 minutes. Je crois que c'est Catherine. Alors, donc, nous retrouvons ces termes essentiels, manipuler, verbaliser, abstraire, ou concret, imagé, abstrait, qui sont au cœur des nouveaux programmes et qui sont au cœur aussi du guide orange dont vous avez déjà eu connaissance certainement. Alors, pour nous, la manipulation, elle est importante, elle est bien présente dans tous les apprentissages, mais nous avons vraiment été attentifs à la notion d'abstraction qui vraiment est essentielle pour qu'il y ait apprentissage mathématique. Alors, on a l'habitude de manipuler dans les classes, mais s'il n'y a pas un guidage vraiment précis de la manipulation, ça ne suffit pas à faire des mathématiques. Alors, c'est ce que nous proposons, donc par un enseignement vraiment explicite, comme il est préconisé dans les programmes. Donc, une notion d'enseignement explicite qui recouvre beaucoup de réalités, mais nous, ce que nous proposons, c'est vraiment quelque chose de structuré, des étapes bien identifiées en appui des supports qui viennent de vous être décrits et qui vont permettre d'amener les élèves peu à peu à l'abstraction. Alors, pour aller vers ces tâches complexes pour les élèves, mais aussi pour l'enseignant, on propose vraiment un enseignement de vous guider et de vous guider à travers toutes les étapes. Alors, avec une manipulation active qui permet aux élèves d'être vraiment actifs, de proposer des étapes à chaque moment de manipulation, une verbalisation et une manipulation qui va être aussi modélisante par l'enseignant. Ce qui est important, c'est de vraiment mettre des mots à chaque moment, à chaque étape, des mots mathématiques sur ce que l'enfant pourrait, lui, ne voir que comme un jeu avec des cubes ou des objets divers. Alors, avec la numération, par exemple, on va démarrer avec des cubes emboîtables, multicolores, des objets dénombrables. Peu à peu, on va introduire le matériel de base 10 et puis enfin l'écriture mathématique. Mais ce passage d'un matériel à l'autre, de plus en plus abstrait, est proposé de façon explicite. Les élèves et les enseignants, donc vous-même, on essaie de vous donner tous les éléments au fur et à mesure, notamment par les diaporamas et les commentaires qui sont associés aux diaporamas, mais aussi les guides pédagogiques. On essaie vraiment de mettre en avant les étapes essentielles qui vont mener à la mathématique par les élèves. Alors, on a adopté aussi une démarche similaire pour tous les domaines, mais surtout pour le calcul, puisque les programmes préconisent vraiment un enseignement explicite pour le calcul également, des procédures fondamentales qui doivent être enseignées et des outils aussi pour s'assurer de leur maîtrise par les élèves, avec notamment les tests de fluence dont vous avez certainement entendu parler. Ces tests, ces outils qu'on vous proposera vont permettre d'une part à l'enseignant de s'assurer des progrès des élèves, des acquis petit à petit, mais aussi à l'élève de prendre lui aussi conscience par lui-même de ses progrès, de ses capacités, parce que cela participe au développement de sa confiance en lui vis-à-vis des mathématiques. Et c'est quelque chose aussi qui est noté dans les programmes, que vraiment on doit construire cette confiance chez les élèves, qui n'aient pas peur de faire les maths comme c'est parfois le cas. Alors, on aborde aussi la résolution de problèmes, bien sûr, et je vais laisser Christophe vous en parler. Donc, pour la résolution de problèmes, c'est un domaine qui a toujours tenu une place importante en fait dans la méthode et qui continue à être au cœur des apprentissages. Là aussi, avec un enseignement explicite et structuré, sans pour autant, on va dire, enfermer les élèves dans l'utilisation de procédures qui n'auraient pas de sens pour eux. En fait, l'enseignement de la résolution de problèmes s'appuie sur le sens des situations, et l'idée, c'est d'amener
les élèves à se poser des questions pour éclairer mathématiquement les énoncés et donc les amener à résoudre en autonomie les problèmes qu'on leur propose. Alors, comment s'organise une journée avec Tandem? En fait, ce sont des phases assez courtes de 15 minutes qui s'enchaînent. Donc, sur un temps d'1 heure, on a une mission d'apprentissage qui dure 15 minutes et qui est suivie de 15 minutes d'entraînement guidé sur le cahier en pratique accompagnée. Donc là, ça concerne en fait la page de gauche qu'on trouve dans le fichier. Ensuite, il y a 15 minutes d'entraînement en autonomie sur le fichier ou le cahier de géométrie. Donc ça, c'est ce qui correspond en fait à la page de droite. Puis on a 15 minutes avec des activités en autonomie de la boîte, ce qu'on appelle la boîte en autonomie, qui dans un premier temps va être fournie sous forme de matériel à photocopier, puis qui sera édité courant de l'année scolaire prochaine sous forme matérielle, sous forme d'une valise prête à l'emploi. Voilà. Et puis, on a des propositions en complément, on a des propositions de rituels quotidiens en calcul, en numération et en résolution de problèmes. Et enfin, sur un temps, on va dire, décroché de 15 minutes, eh ben, on a le calcul mental. Donc, si vous avez fait le total, ça représente voilà, 1h15 de mathématiques par jour sur 4 jours, ce qui fait 5 heures comme c'est prévu dans les programmes. Donc, on a différents supports. Tu n'avais peut-être pas terminé, Christophe. Si, c'est bon, pardon. Donc, différents supports, mais ce qui nous a aussi paru important dans la gestion de ces étapes, c'est que avec des enfants de CP, la gestion du matériel, elle peut être un petit peu compliquée. Donc, à chaque moment, c'est un support que l'on range et on passe de l'un à l'autre et c'est toujours la même chose. On a le temps d'apprentissage de 15 minutes avec en appui d'un diaporama le plus souvent. Ensuite, un temps de pratique accompagnée, guidée par l'enseignant. Et puis un temps en autonomie où les élèves commencent à faire seuls, mais à chaque fois, c'est le même matériel, le même support et normalement, les élèves doivent très vite pouvoir se retrouver dans ces éléments. On est vraiment, si vous avez pu l'entendre, dans quelque chose d'explicite puisqu'on passe d'abord par de la manipulation, mais tout ça est guidé et par une pratique guidée également avant les élèves. Alors, la spécificité aussi de ces jeunes enfants de CP, c'est la difficulté de mobiliser leur attention. Et c'est en ça qu'on pense que les diaporamas peuvent être vraiment guidants parce qu'ils vont permettre d'expliciter, de montrer les attentes, de montrer ce qu'on attend des élèves. Ils vont permettre aussi de focaliser un petit peu leur attention. Donc c'est bon, Catherine? Oui. C'est bon. Donc régulièrement, je disais, au fil de la méthode et des notions, on propose des temps appelés Math-en-Vie qui permettent d'ancrer des apprentissages au réel. Bon, par exemple, ça peut être comparer des colis, ça peut être se repérer sur un mur d'escalade pour mettre en scène le vocabulaire géométrique, faire des ombres chinoises pour créer des formes planes, ou comme on voit ici sur l'illustration, jouer avec des solides. Les préconisations des programmes, ils insistent sur la nécessité de renouer le plaisir et les mathématiques, et ce type d'activité, on va dire plus ludique, peut y contribuer, et surtout, ce qui me semble prioritaire, c'est donner du sens aux apprentissages mathématiques. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur les diaporamas, donc qui vont aider, contribuer à canaliser l'attention des élèves, rendre explicites les apprentissages visés, mais aussi, je l'ai un petit peu dit déjà, mais adossés au diaporama, on a des commentaires là à destination de vous, à votre destination, vous enseignants, qui devraient pouvoir permettre de clarifier vraiment les objectifs, le déroulé, les différentes étapes et qui indiquent aussi les points d'attention qu'on vous conseille d'avoir avec vos élèves sur les éléments qui sont mis sur le visuel de la diapositive qui, elle, s'adresse plutôt aux élèves. Donc, c'est vraiment dans l'idée de structurer les différentes étapes d'apprentissage, structurer pour vous, mais vous savez faire, mais structurer aussi que les élèves construisent vraiment, comprennent le sens des différentes étapes d'une séance avec la découverte, la manipulation, qu'ils s'approprient par le geste, le vécu des notions
et qui vont leur permettre de construire des images mentales. Et toutes ces images mentales qu'ils vont construire en appui du diaporama, mais qui est un appui et qui ne remplace pas la vraie manipulation des objets, ce que vous voyez là sur l'image, c'est une activité qu'on vous propose, qu'on vous conseille de faire réellement avec les élèves. Mais voilà, si pour des raisons, une raison ou une autre, vous souhaitez pas le faire, vous avez l'appui du diaporama, des images qui vous permettent quand même de visualiser, d'aider les élèves à visualiser ce qu'on attend d'eux et ce qui est proposé. Alors voilà, à l'issue de l'apprentissage, qui nous semble aussi essentiel, c'est qu'on a une vraie phase d'institutionnalisation et on a à chaque fois, à chaque mission d'apprentissage, un temps qui est consacré à ça. Alors, on est avec des élèves de CB qui sont non lecteurs, donc on a vraiment par rapport à, si vous connaissez ce qui a été proposé en CE, là, on a vraiment supprimé au maximum le texte à lire, mais on est sur un bilan qui va être visuel et qui va être qui va mettre en avant le vocabulaire essentiel à retenir, mais qui permet vraiment de faire du lien pour les élèves, de faire un point sur les images qu'ils ont construites par la manipulation et de retenir les mots essentiels. Pour vous, c'est vraiment un support pour mettre des mots à l'aide des élèves et de reprendre encore la verbalisation qui a pu se faire tout au long de la manipulation, mais de faire un point à un moment précis. Et puis, on termine, comme on le faisait pour le CE, par un mini-quiz qui est un court temps d'évaluation des acquis des élèves. Qu'est-ce qu'ils retiennent de la séance? Qu'est-ce qu'ils ont compris? C'est une manière pour vous de prendre peut-être la mesure de ce qu'ils n'ont pas compris aussi et de faire un premier point avant d'aller vers la pratique guidée dans le fichier dont on va parler après. Alors, on est vraiment, au regard de ce qui vient d'être dit, dans une démarche d'enseignement explicite. On a des élèves qui manipulent des objets réels, concrets, qui savent, à qui on explicite vraiment pourquoi ils manipulent, l'objectif mathématique que l'on vise. Donc, la manipulation qui est vraiment un support de réflexion, un support de verbalisation avec une institutionnalisation essentielle pour mettre vraiment des mots sur les actions, encore une fois, et puis comprendre les enjeux mathématiques. Et puis après, on passe à une pratique guidée par l'enseignant. Donc voilà, notre fichier, il est conçu en double page avec donc à chaque fois, vous le voyez, la page de gauche avec des petits pictos qui m'indiquent que l'élève est accompagné. Donc la page débute par une photo, un petit point, que l'élève se remémore de quoi on parle, ce qu'il a fait en termes de manipulation, qu'il fasse du lien entre ce qu'il a fait en appui du diaporama et ce qu'il va faire maintenant sur le fichier. Donc, toujours ce petit bilan et les exercices de la page de gauche qui ont vocation à être réalisés avec l'enseignant. La page de droite, là, les élèves normalement, doivent être laissés en autonomie. Alors, si vous êtes dans un CP simple, évidemment, vous pouvez tout à fait en profiter pour prendre un petit groupe qui est plus en difficulté que d'autres. Une attention particulière aussi aux élèves non lecteurs. Donc, des consignes très simples. La page de droite propose vraiment des consignes qui reprennent celles de la page de gauche qui ont été travaillées avec l'enseignant. Normalement, la plupart du temps, simplement visuellement, on comprend ce qu'il faut faire. C'est des consignes vraiment explicites, mais très visuelles. Les élèves doivent pouvoir voir d'un simple regard ce qu'on attend d'eux d'un point de vue technique. Si vous feuilletez le manuel, vous pourrez être parfois étonné de voir des exercices sur la page de gauche peut-être un tout petit peu plus difficiles que celle de droite. Mais c'est encore une fois parce que la page de gauche a la vocation à être faite en pratique guidée avec l'enseignant, alors que ce n'est pas le cas de la page de droite. Donc, je vous l'ai dit, voilà, on a vraiment été attentif à l'idée qu'on s'adressait à des élèves de CP qui sont encore peu autonomes, qui ne sont pas forcément lecteurs. Donc, voilà, des exercices réalisables, des pictos que l'on retrouve très régulièrement, qui vont indiquer s'il faut
entourés, soulignés, calculés. Enfin voilà, normalement, ces pictos qu'ils vont retrouver régulièrement, au bout d'un certain temps, ils vont être intériorisés et compris facilement. Donc voilà, un autre exemple sur la diapo suivante avec une page de gauche, travailler avec l'enseignant, et une page de droite qui doit être travaillée avec, voilà, on est au bon endroit. Merci Christophe. Qui va Désolé. être travaillée de façon autonome. Donc, visuellement, là, si vous regardez sur la page de droite, l'exercice 5, je pense qu'assez spontanément, on comprend qu'il va falloir colorier 7 petits crayons en rouge, etc. Donc, c'est vraiment une attention particulière qu'on a eue tout au long de l'écriture. Et puis, alors, chaque page, elle se termine aussi à droite par un bonus du jour qui permet un rebrassage sous forme souvent un petit peu plus ludique d'une notion qui a été vue auparavant. Donc, des choses qu'on reprend de manière régulière tout au long de l'année. Donc, on trouve ce petit bonus dans toutes les doubles pages du fichier. Alors, je vous ai indiqué que le fichier, la page de gauche en pratique guidée sur un temps de 15 minutes, la page de droite en pratique autonome sur un temps de 15 minutes également. Et donc, il nous reste 15 minutes sur cette heure de mathématiques. Et c'est là qu'on propose ce qu'on a appelé la boîte en autonomie, parce que il nous a semblé que pour des élèves de CP, 30 minutes à être seul sur des exercices d'un fichier, c'était pas réalisable. Donc, on propose sur un deuxième temps de 15 minutes un ensemble d'activités qu'on a appelé boîte autonomie. Donc, c'est 7 à 8 activités par période. Donc, on vous les propose dans un premier temps, comme Christophe l'a dit, téléchargeables, mais elle s'appuie souvent aussi sur du matériel qu'on a déjà dans les classes, des cartes, des jetons, des objets. Donc, vous avez probablement déjà et que vous pouvez utiliser. Donc, on vous propose 7 à 8 activités pour une période par quinzaine. Après, voilà, c'est une proposition en lien évidemment avec les missions qui ont été traitées sur cette quinzaine, mais que vous pourrez choisir d'en mettre moins, de les mettre à un autre moment. Voilà, c'est un temps un petit peu plus ludique, mais qui permet aux élèves aussi, parce qu'on est en CP, de faire lien avec ce qui a été pratiqué, ce qu'ils ont connu en maternelle. Le jeu en maternelle est une modalité d'apprentissage importante. Et là, sur ce temps, ils vont probablement souvent retrouver des choses qu'ils connaissent déjà de ce qu'ils ont connu et vu en maternelle. Donc, on fait un petit peu ce lien. Les enfants de CP, certes, entrent à l'école élémentaire, mais ils sont encore tout petits et il nous a semblé intéressant d'avoir une modalité d'apprentissage qui retrouvait un petit peu ce fonctionnement de maternelle. Donc, des consignes simples, des jeux qu'ils vont retrouver tout au long de l'année, qui vont leur permettre de s'entraîner encore. L'entraînement est essentiel et d'automatiser les apprentissages. Donc, concernant la numération en CP, c'est un domaine central des apprentissages, comme la lecture, on va dire, pour le français. Donc, les élèves, ils passent de la construction du nombre à la construction de la numération et à la compréhension de notre système décimal. Donc, en fait, on a accordé une attention particulière dans la méthode en ce qui concerne cette partie, tout comme on l'avait fait pour le CE et pour le CM. Donc, on va retrouver ici une démarche d'enseignement explicite, on va le répéter souvent ce mot-là, basée sur la manipulation de matériel concret par les élèves, sur la construction de situations de référence et d'images mentales, en fait, qui seront des points d'appui pour eux pour le passage à l'abstraction. Donc, tous les points des nouveaux programmes ont été abordés, à la fois en termes de pratique pédagogique, mais également de contenu d'apprentissage. Par exemple, avec la nouveauté que constitue l'enseignement des nombres ordinaux ou des motifs organisés, ce ne sont pas des choses totalement nouvelles dans les apprentissages, car on les a abordés, on l'aborde déjà en maternelle, mais ça prend ici une place, on va dire, plus formelle dans les nouveaux programmes.
Donc, les nouveaux programmes sont beaucoup plus précis. Vous avez dû voir en ce qui concerne la progression dans les apprentissages et surtout leur programmation au fil de l'année. Donc, la méthode, elle respecte ses repères. Donc, les notions sont introduites au moment indiqué et les volumes horaires consacrés à chaque domaine sont également respectés, sans pour autant que la géométrie ou les grandeurs et mesures soient négligées. Voilà, on n'a pas mis de côté certains domaines. Donc, ils ont vraiment toute leur place dans la méthode et on fait l'impasse sur aucune notion. Alors, ce qui peut déstabiliser dans les nouveaux programmes, c'est de ne pas passer une période complète en fait à reprendre ce qui est fait en maternelle avant d'entrer dans les apprentissages du CP. L'idée ici, dans Tandem, c'est de démarrer plus vite, comme le préconisent les programmes, et donc de permettre aux élèves en fait de se confronter plus longtemps aux notions nouvelles. Parce que par exemple, si on attend la période 5 pour proposer des apprentissages un peu plus complexes, ben, les élèves ils n'auront que quelques semaines, on va dire, pour les acquérir, et cela est particulièrement préjudiciable, on va dire, pour les élèves en difficulté. Donc, concernant la numération et le calcul mental, ils ont été construits ensemble avec de nombreux liens. Oh, excusez-moi. Mon chat qui passe devant et qui m'a fait perdre la diapositive. Je suis désolé. Je reviens. Ah ben voilà, on y revient. Désolé. C'était là ou pas? Non, voilà. Donc, la numération et le calcul mental ont été construits ensemble avec des liens et notamment au travers des outils qui sont utilisés. Donc, ça va permettre aux élèves de s'appuyer sur la numération pour calculer ou lors des temps de calcul, de s'appuyer sur la numération pour développer des stratégies de calcul. Donc, concernant la manipulation, on propose un matériel simple sans faire le choix d'exclusivité. C'est-à-dire qu'on ne les enferme pas dans un seul outil. Ça permet aux élèves en fait de revoir les notions sous différents angles et pour le calcul, par exemple, de pouvoir choisir le matériel le plus adapté aux nombres qui sont mis en jeu dans le calcul. Donc là, vous voyez deux outils qu'on utilise parce que la construction de la numération voilà, se fait au travers du matériel détachable qui est fourni avec la méthode. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà dans la classe, mais là, l'idée, c'est que chacun ait son propre matériel pour manipuler. Donc, c'est les cartes à points. On a ici, voilà, les… non, on n'a plus les cartes à points, pardon. Je reviens, pardon. Ah si, on a les cartes à points, pardon. Les cartes à points, c'est un matériel que moi j'avais beaucoup utilisé en classe, qui est vraiment intéressant parce que ça permet aux élèves en fait de construire le nombre et de construire des images mentales des nombres. Donc ça facilite la mémorisation des compléments à 10, mais ça permet surtout en fait de mettre en œuvre des stratégies de calcul par décomposition, recomposition des nombres. Voilà, j'avais une diapo de retard. Donc sur les cartes nombres, qu'on nomme aussi les cartes Montessori et le matériel base 10, dont on dispose tous en classe. Mais comme je le disais, l'idée, c'est que chaque élève puisse avoir ses outils sur son bureau lors des séances de manipulation. Voilà. Donc, si le matériel de base 10 il permet de construire les bases de la numération et de travailler les techniques de calcul, les cartes nombres, elles permettent de comprendre la numération de position et la valeur et la place, on va dire, de chaque chiffre dans le nombre. Et donc, on retrouvera toutes ces représentations dans les exercices des pages du fichier. Donc, également fourni une bande numérique individuelle que les élèves pourront avoir à disposition, par exemple scotchée sur leur table, et puis au fur et à mesure qu'ils la construisent et qu'ils puissent se l'approprier, notamment dans toutes les activités qu'on propose dans le fichier. Donc, c'est vraiment un outil sur lequel on insiste beaucoup dans les nouveaux programmes et qu'on a repris en fait au fil des séances qu'on propose dans Tandem. Donc, en appui sur tout ce matériel, vous voyez là un exemple de page en numération sur décomposer et recomposer les nombres jusqu'à 10. Je vous laisse peut-être un petit moment pour garder la double page. Voilà, encore ici, un autre exemple de page qui concerne les nombres ordinaux et les motifs organisés
qui sont, comme je le disais, deux notions nouvelles dans les programmes et qu'on retrouve ici dans le cadre de la numération. Donc, tout un travail progressif est proposé sur les suites organisées. Donc, nous avons tenu compte du fait que cela soit déjà abordé en maternelle, mais les nouveaux programmes de cycle 2, ils proposent une approche bien plus structurée et poussée. C'est pourquoi les pages dédiées sont progressives et abordent des situations de plus en plus complexes, allant en fait de la simple poursuite d'un algorithme, ça on a l'habitude de le faire avec les élèves, jusqu'à déterminer la nature du énième élément d'une suite, et ça c'est quand même assez compliqué. C'est pour ça que on passe par plein d'étapes avant. Alors, le calcul mental, évidemment, on l'a déjà dit, a une grande place, une grande importance dans les nouveaux programmes, mais c'était déjà le cas d'avant. Donc, on a vraiment un travail spécifique de proposer avec cette idée d'atteindre des objectifs en termes d'automatisme et de fluence. L'apprentissage au CP dans ce domaine est vraiment une étape clé qui doit permettre de développer une compréhension fine des nombres, des relations entre des nombres, d'apprendre à utiliser des stratégies de calcul adaptées. Et donc, c'est vraiment quelque chose pour lequel on a porté une grande attention, avec de passer par la manipulation, un enseignement explicite de comment on peut réussir à résoudre un calcul qui est proposé, mais aussi, ce qui nous semble important, c'est de développer une posture réflexive chez les élèves face aux nombres et aux opérations. L'idée, c'est qu'ils commencent vraiment par observer les nombres en jeu dans le calcul proposé, pour ensuite savoir choisir parmi les stratégies qui leur sont proposées, parmi les outils qui leur sont proposés, le bon outil, la bonne stratégie. Et donc, c'est vraiment régulièrement il y a quelques missions qui permettent normalement d'apprendre aux élèves à adopter cette posture qui va commencer à être réflexive petit à petit. Donc, l'abstraction ici en calcul, mais comme ailleurs, elle doit vraiment se construire avec les élèves. Et l'idée, c'est que les élèves puissent vraiment visualiser les nombres, les opérations, avant de s'approprier des techniques plus formelles. Et le matériel est vraiment un appui très facilitant par rapport à ça. Et la diversité du matériel y contribue. Chaque matériel, dans celui qui a été présenté par Christophe, a ses points forts, ses avantages, son intérêt dans certaines situations et moins dans d'autres. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait vraiment une utilisation du matériel à bon escient et de manière adaptée. Alors voilà, parmi les outils de calcul mental, on vous proposera un livret qui permet de garder trace, qui permettra de garder trace au fur et à mesure des apprentissages et qui permettra aussi de structurer des entraînements. Des grilles qui vous permettront de suivre l'évolution des capacités en termes de fluence des élèves, donc des tests de fluence, un par semaine, et une grille qui permet de garder cette trace au fur et à mesure, et puis qui permet surtout, j'ai parlé de confiance en soi, mais de visualiser pour les élèves eux-mêmes aussi leur progrès et le fait qu'ils apprennent des choses. Donc là, un exemple de double page où l'élève va construire une procédure. Donc, le diaporama a permis de la construire en appui de tout ce matériel. Et là, dans la double page, on a un lien avec le bilan de ce qui a été fait dans le diaporama et puis les exercices qui correspondent. Donc, on a un moment où on a appris à faire des additions, on a appris à poser une opération qui est une addition, mais l'élève doit apprendre à se demander quelle est la meilleure méthode à utiliser quand il se trouve confronté à une addition. Pour faire court, est-ce que je dois vraiment la poser? D'un élève à l'autre, la réponse n'est pas forcément la même au même moment. Alors, la résolution de problème maintenant. Oui, pardon. Donc, résolution de problème, comme je disais, qui tient une place importante dans les nouveaux programmes et qui fait, vous verrez, l'objet d'un domaine dédié, contrairement aux anciens, où elle était incluse en fait dans les trois autres domaines. Voilà. Donc, elle fait l'objet d'un apprentissage explicite et structuré autour d'une typologie de problèmes conforme au programme. Donc, au-delà des problèmes prototypiques,
qu'on aborde durant une bonne période, je veux dire une bonne partie de l'année. Donc, ce sont les problèmes à une étape, additifs ou multiplicatifs. On aborde également les problèmes complexes à plusieurs étapes, problèmes additifs en dernière période. L'objectif en résolution de problèmes, c'est de pouvoir outiller les élèves afin qu'ils puissent résoudre des problèmes en autonomie. Donc, vraiment au cœur de la démarche, on a la manipulation et la verbalisation autour de cet enseignement qui s'articule autour de 3 axes forts. Donc, le premier, c'est la compréhension et l'identification des problèmes travaillés. Donc, à travers cette typologie, à travers la manipulation d'objets courants, à travers une réflexion argumentée et verbalisée. Voilà, on tient à ce que les élèves puissent présenter leur procédure, verbaliser comment ils trouvent la solution. Et à travers également des exercices de compréhension, on en verra quelques exemples après. Le deuxième axe, c'est l'utilisation réfléchie d'une schématisation pour chaque type de problème. Vous verrez au fil des diaporamas qu'on propose pour chaque type de situation des schématisations différentes qui permettront de traduire mathématiquement l'énoncé de problème et d'aller jusqu'à l'étape ultime de l'abstraction qui est le calcul. Et le troisième axe, c'est un entraînement conséquent en résolution de problèmes afin d'automatiser les procédures. Cet entraînement se fait lors des séances d'apprentissage, se fait sur le fichier et se fait également, je me déconcentre, je suis désolé, se fait également sur les temps de rituel où on proposera un rituel en résolution de problèmes. Donc au sein du fichier, donc on trouve les problèmes à résoudre, mais surtout des exercices de compréhension, comme je disais, qui permettent de construire le sens des situations. Donc on a par exemple des schémas ou des modélisations à compléter ou à associer à des énoncés de problèmes. On a des situations qui sont uniquement modélisées. Voilà, on ne va pas jusqu'à l'étape de la résolution ou du calcul. On a également des situations d'écriture d'énoncés qui s'appuient sur des photos. Car on se dit que si un élève est capable de produire, d'écrire un énoncé de problème, ça veut dire qu'il en comprend les codes et qu'il sera alors mieux à même de les résoudre. Une autre illustration des exercices que nous proposons dans la résolution de problèmes. Alors concernant les réponses aux problèmes, il y a une graduation tout au long de l'année. Si en période 1, on laisse le champ libre en fait pour le format de la réponse, on a une case vide. En période 2 et 3, on propose une phrase-réponse qui est à compléter par le résultat du problème. Et en période 4 et 5, les élèves doivent compléter une amorce de réponse en indiquant le résultat et puis surtout une donnée essentielle qui est l'unité dans laquelle s'exprime le résultat. Voilà, ça peut être un nombre de pommes, ça peut être un nombre de jetons ou une durée ou un prix. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé jusqu'alors de numération, de calcul, de résolution de problèmes, mais on a aussi les domaines de la grandeur et mesure et de la géométrie et organisation, gestion de données qui sont présents dans les nouveaux programmes et qui n'ont pas été oubliés parce que même si effectivement on sait tous qu'en CP, l'enjeu essentiel, c'est vraiment la numération, il y a aussi ces autres domaines et le travail des grandeurs et mesures va aussi contribuer à donner du sens aux nombres qui sont construits par ailleurs. Donc, pour la géométrie, on a proposé un support différent, un cahier pour la réalisation des exercices, tout simplement parce que faire des tracés sur un fichier épais, c'est tout de suite un petit peu compliqué. Et puis aussi, pour ces deux domaines qui font partie intégrante du programme de mathématiques, il a semblé essentiel aussi de proposer des situations d'apprentissage encore plus proches du vécu des élèves, du quotidien, aussi bien sûr basées sur la manipulation. Alors, un exemple dans le domaine des longueurs, on va vraiment commencer par construire l'idée de ce qu'est la notion de longueur. Donc, on va commencer par travailler avec des unités arbitraires. Alors, on propose des Kaplan, on propose des Lego, on propose aussi, à un moment, on appelle ça l'unité mosaïque, ça fait partie du matériel détachable. Mais pour que les élèves construisent cette idée qu'on va avoir besoin d'une unité partagée par tous pour exprimer une longueur, par exemple, on procède de la même manière pour les autres unités.
comme on l'a fait d'ailleurs déjà pour le CE. En géométrie, on a aussi vraiment ancré les apprentissages dans le vécu des élèves avec là l'exemple du plan de la classe qu'on va construire. Alors, nous, on vous propose dans la mission d'apprentissage une classe fictive, mais vous pourrez voir, on vous encourage vraiment, le diaporama est fait pour pouvoir être utilisé sur les deux versants, c'est-à-dire que vous dérouliez le contenu, mais avec votre propre classe. Alors, on utilise aussi des objets simples pour la manipulation en géométrie avec, par exemple, ici, l'usage des géoplans. Alors, on voit sur cette diapositive, c'est que certes, c'est un cahier séparé pour la géométrie, mais qui fonctionne exactement de la même manière que le fichier pour le reste des autres domaines, avec une page de gauche qui est constituée d'un petit bilan de ce qui a été fait en manipulation et au niveau du diaporama, des exercices avec une pratique guidée et des exercices en autonomie. Vous avez peut-être vu aussi au fur et à mesure qu'on avait beaucoup d'exercices qui se basaient, comme c'est le cas sur cet exemple, sur des photographies réelles. Avec les solides, la représentation des solides, c'est un niveau d'abstraction que l'on va trouver dans d'autres pages, mais c'est déjà un premier niveau d'abstraction. Là, on a des photos d'objets réels qui sont déjà un petit peu abstraites par rapport aux vrais solides que vous aurez, qu'on vous encourage à utiliser dans votre classe. Alors donc, on a tout un matériel incontournable dans nos classes. Donc voilà, on s'appuie sur du matériel classique. Souvent, on nous pose la question, voilà, de quoi ai-je besoin pour utiliser la méthode? Donc, on s'appuie sur ce qui est déjà présent dans la classe, les cubes emboîtables, les jetons ou le matériel base 10. Donc, c'est un matériel simple et que, normalement, vous disposez tous. Donc, pour une partie, il est connu des élèves, il a déjà été utilisé en maternelle et l'idée, c'est de passer du concret, de la manipulation à l'abstraction. Matériel également qu'on utilisera, autres objets qu'on peut utiliser, vous voyez ici, qu'on a tous à disposition et qui nous permettra de travailler sur les grandeurs et mesures. Donc, on est conscient en fait du contexte des classes et on a prévu des choses assez basiques en termes de matériel pour pas que ça soit bloquant dans les activités de manipulation que vous allez proposer à vos élèves. Concernant le double niveau, donc la structure des séances, vous avez bien compris, elle propose en fait des temps d'entraînement, des temps d'apprentissage et des temps d'entraînement sur le fichier ou avec la boîte en autonomie qui ont été pensés pour une utilisation possible en double niveau. Donc le temps d'apprentissage avec le diaporama plus la page de gauche du fichier, ça occupe 30 minutes de séance d'1 heure. Et ensuite, pendant 30 autres minutes, les élèves s'entraînent sur les supports qui ont été conçus pour être utilisés sur ce temps et qui sont pensés pour être facilement mobilisables, on va dire, par des jeunes élèves qui travaillent seuls. Donc, ça s'articule bien après avec notre méthode CE1 et CE2. Donc, le guide pédagogique, il donne également des indications pour fonctionner en double niveau. Et quel que soit le ou les niveaux, on sait que nos classes sont hétérogènes. Donc, le contenu de la boîte en autonomie va pouvoir y répondre, dont aussi le fichier de différenciation qui permet de gérer cela. Donc, dans le fichier, on a des exercices qui sont de difficulté progressive sur une page. Alors, lorsqu'on est en simple niveau, on peut utiliser le temps de réalisation des exercices en autonomie sur la page de droite et d'utilisation de la boîte en autonomie pour travailler avec un petit groupe d'élèves en remédiation. Et en même temps, pardon, je suis passé à la diapo suivante, excusez-moi. C'est moi qui m'embrouille dans les diapos, je suis désolé. Donc, je dis si l'enseignant est disponible pour ses élèves, il est tout de même important que les élèves apprennent peu à peu à travailler sans soutien à l'étayage de l'enseignant, apprenant
à se faire confiance et à trouver par eux-mêmes en fait les ressources et les réponses. Alors, un dernier petit élément qu'on a tenu vraiment à aborder dans notre méthode et qui fait partie intégrante des programmes, hein, c'est l'idée de la confiance en soi et de la lutte contre les stéréotypes. En ce moment, on parle beaucoup des mathématiques, de la conception et des difficultés, des défis au niveau des mathématiques. Et alors, vous avez remarqué que le manuel de CP qu'on vous proposait était de couleur rose. Alors, c'est anecdotique, mais néanmoins, on sait que statistiquement, c'est sur cette année de CP que là commence à apparaître une différence de performance entre les garçons et les filles. Ils arrivent au début des évaluations de CP, les résultats des garçons et des filles en maths sont équivalents, voire même un petit avantage aux filles. Aux évaluations de mi-CP et surtout début de CE1, un écart s'est creusé au désavantage des filles. Donc voilà, on a prêté une attention particulière, pas seulement en choisissant cette couleur rose, mais aussi dans la formulation des énoncés, il avait été remarqué par la recherche que statistiquement, dans les énoncés de problèmes, c'était toujours les garçons qui gagnaient les filles et jamais qui gagnaient les billes et jamais les petites filles. Donc voilà, on a prêté vraiment une attention toute particulière à tout ça, aux illustrations qui sont choisies. Et dans le guide du maître, on donne aussi des petites indications sur cette thématique. Et puis aussi, une problématique plus globale là, qui touche tout le monde, garçons et filles, c'est la confiance en soi par rapport à la discipline mathématique. Et là, on a cette idée qu'un enseignement vraiment explicite peut permettre à des élèves de prendre confiance, être capables de réussir en mathématiques aussi. Donc, on aborde ces questions vraiment dans le guide pédagogique parce que ça nous semble important. Donc, un guide pédagogique, il est vraiment indispensable pour faire vivre la méthode, car les fichiers élèves, en fait, ne se suffisent pas à eux-mêmes. Donc, vous y trouverez dedans nos partis pris pour comprendre les enjeux de la méthode, mais aussi de chaque mission, un descriptif détaillé de toutes les séances, et puis également le calcul mental, tant dans l'organisation que dans les contenus. Donc, l'achat du guide pédagogique papier, il permet d'accéder à toutes les ressources numériques via bibliomanuel. Donc, vous aurez accès donc aux diaporamas qui sont au format modifiable afin que vous puissiez les adapter, aux activités de la boîte en autonomie qui sont au format imprimable, aux leçons et aux évaluations au format modifiable également pour les adapter à sa classe, à la programmation au jour le jour au format Excel, également pour pouvoir l'adapter, et puis tout le reste du matériel. Donc, à noter que ces documents ne sont que des propositions que vous pourrez aménager. Mais on vous invite quand même, dans un premier temps, à les utiliser tels quels avant de vous lancer peut-être dans des modifications de toutes ces ressources. Juste un dernier mot sur Tandem Math CE1 et CE2 pour toutes celles et tous ceux qui sont en double ou triple niveau. Donc, vous avez compris que l'articulation pourra se faire assez aisément car nous sommes sur des phases de 30 minutes pour les 3 cas, le CP, le CE1 et le CE2, même si le CP, vous voyez, est découpé en modules de 15 minutes. Donc, Tandem Math CE1, CE2 sera mis à jour pour la rentrée 2026. Cependant, dès 2025, pour ceux qui vont l'utiliser, vous pourrez le faire en conformité avec les programmes, puisque nous mettrons en ligne des modules complémentaires et une nouvelle programmation au jour le jour qui tiennent compte des nouveaux modules. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Je crois qu'on en a fini. Et puis, je crois qu'il y a un petit temps qui est réservé pour les questions, éventuellement. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Christophe et Catherine. Alors, nous avons répondu en direct aux questions qui étaient posées sur le chat. On avait eu quelques questions en amont, dont 2 que je vais vous poser, Catherine et Christophe. Alors, on avait une première question qui était comment cette méthode envisage-t-elle la différenciation? Je réponds.
Comme tu veux, oui, je compléterai. Je commence, tu compléteras. Alors, on a cette boîte en autonomie qui va permettre de faire des choix au sein des activités. Et dans un certain nombre de jeux qui sont proposés, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Disant des cartes, voilà, on va avoir différents niveaux de difficulté. Donc, ça sera à vous. Vous pourrez faire un choix parmi ce qui est proposé. Et puis, le fichier de différenciation aussi, qui est essentiel et qui propose pour chaque objectif d'apprentissage 2 niveaux de difficulté. Tu veux compléter? Très bien, merci. Non, tout dit. Merci Catherine. Parfait. Donc, on a une autre question qui traite de la numération. Comment abordez-vous les nombres de 11 à 16 car ils posent problème? Allez, je réponds encore. On s'est vraiment appuyé sur ce qui était déjà préconisé dans le guide Orange et qu'on retrouve dans les programmes, et un vrai travail sur la comptine numérique qui se fait notamment par les rituels, donc cet apprentissage de la comptine. Donc on a les nombres de 1 à 19, mais qu'on va retrouver de 60 à 80 et de 80 à 99. Et on a vraiment voulu faire un lien entre ces 3 paquets, j'ai envie de dire, de nombres qui reprennent la même comptine. Vous l'avez peut-être pas perçu, mais quand on vous a montré la bande numérique, voilà, il y a un petit élément qui permet de distinguer ces 3 paquets de nombres qui sont un petit peu différents. On insiste un petit peu là-dessus et il y a vraiment un temps d'apprentissage en termes de diaporama, de mission dans les diaporamas, en amont de, par exemple, ce que vous pouvez retrouver à la double page 7 du fichier. C'est vrai que dans le fichier, comme on est sur une dénomination orale des nombres, ça n'apparaît pas dans le fichier d'exercice écrit. Ça apparaît pas forcément beaucoup, mais il y a un vrai travail de proposer au niveau des diaporamas et des rituels notamment. Très bien, merci beaucoup Catherine. Donc nous arrivons à la fin de ce webinaire. Nous espérons avoir répondu à un maximum de vos questions. D'ici quelques jours, vous recevrez un mail avec un lien pour accéder au replay de ce webinaire. Donc encore merci Catherine et Christophe. Nous allons à présent clore ce webinaire. Je vous précise que l'arrêt du système est un petit peu soudain. Merci à tous et bon après-midi. Merci. Merci, au revoir.